Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, je vais rapprocher mon micro pour m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, avant de commencer, pour qu'on s'assure justement de bien m'entendre tout au long de la séance, comme on mentionne à l'écran, prenez soin de couper le son de votre micro tout au long du webinaire, puis comme ça, je pense qu'on va s'assurer d'un son impeccable. J'étais sûre que j'avais le son qui était correct. Oui, on entend, mais j'entends rien. Bienvenue Comment au tout premier webinaire Sous les pavés. Donc, sous les pavés, comment passer à l'action. D'abord, merci de l'intérêt que vous portez envers le projet Sous les pavés, pardon. Vous avez été nombreux à vous inscrire, puis vous êtes nombreux à y assister aujourd'hui. C'est encourageant. Le but de Sous les pavés, c'est de pérenniser sa mission, puis de la faire connaître au plus grand nombre pour multiplier les projets d'épavage à la main et de verdissement un peu partout dans la province. Donc, on souhaite que ce webinaire vous soit utile, vous inspire, puis vous incite aussi à passer à l'action. Je vais aller voir dans le chat pour m'assurer que oui, on entend. C'est exactement ce que je voulais savoir. Merci beaucoup à Camille. Donc, ce sera moi, Margelle. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Voilà. Ce sera moi, Margelle Chrétien, agente de participation citoyenne au Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui animerai la première partie de la séance d'aujourd'hui. Puis, ce sera ma collègue Delphine Chalumeau, chargée de projet qui animera la période de questions à la fin du webinaire. Donc, elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Les objectifs de la séance d'aujourd'hui seront dans un premier temps, j'exposerai ce qu'est précisément la mission du Centre d'écologie urbaine de Montréal et de Sous les pavés, bien évidemment, en présentant les grandes orientations du projet. Ensuite, j'expliquerai pourquoi il est important de remplir cette mission-là et de passer à l'action. Je vous indiquerai comment le faire en 6 étapes. Puis finalement, avant de passer à la période de questions, quelques modèles inspirants seront présentés. Merci. Pour ce qui est de la période de questions, il est important de savoir que les réponses aux questions seront abordées à l'oral en fin de séance. Sur une heure, donc plus ou moins 15 minutes seront allouées à cette partie-là. C'est pas qu'on n'ait pas la chance de répondre à toutes les questions à l'oral par manque de temps, mais sachez qu'on y répondra par écrit, puis que les réponses seront archivées sur notre site web à la suite de la diffusion. Alors là, pendant toute la durée de la séance, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre de discussion. À noter également que le webinaire est enregistré actuellement. Donc, tant l'enregistrement que la présentation visuelle que vous allez voir là seront archivés sur notre site web, fort probablement sur la page d'inscription via laquelle c'est le webinaire. Donc, qui sommes-nous? Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens et qui a pour mission depuis ce temps-là de transformer l'espace public par et pour les citoyens en faisant des espaces sécuritaires. Et c'est justement le centre qui a été l'initiateur du projet Sous les pavés. Il a jusqu'ici accompagné 7 organisations locales à mettre sur pied un projet sous les pavés, puis à coordonner différentes étapes qui sont rattachées. Je vais tenter de me rapprocher du micro comme on me le demande. Je vais essayer de parler peut-être un petit peu plus fort aussi. Si vous avez des problèmes à m'entendre, faites-le part dans le fil de discussion. Là, je vais essayer de m'ajuster. Sous les pavés, c'est quoi? Ben, c'est un projet qui vise à retirer l'asphalte à la main de manière participative des espaces publics afin d'en faire des milieux de vie conviviaux et durables. Les activités de dépavage et de verdissement engagent les citoyens à adopter des pratiques inspirantes d'adaptation au changement climatique et d'action communautaire. On a ici excusez-moi, je vais m'assurer que ça... Oui, voilà. On a ici un aperçu, un petit montage vidéo qui a été fait pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi ressemble une des étapes du processus sous les pavés.
Ici, il est question de l'activité de dépavage dans le stationnement du marché public à Shawinigan, où près de 100 mètres carrés d'asphalte ont été retirés. Après l'activité d'épavage, il y a une journée de plantation qui a aussi pris place, qui a été mis en place, puis qui a permis de planter 152 végétaux, dont des arbres, des arbustes et des plantes. Au total, une cinquantaine de bénévoles ont pris part au projet. Puis aujourd'hui, non seulement cet espace améliore la gestion des eaux de pluie dans le stationnement, mais il permet aussi à toute la communauté de jouir de moments de jardinage et de proximité à la biodiversité. En gros, les objectifs du projet de Sous les pavés sont donc de réduire les surfaces imperméables et le volume d'eau de ruissellement envoyé aux égouts, de sensibiliser les citoyens et les décideurs aux enjeux posés par les surfaces imperméables et les changements climatiques en lien avec la gestion des eaux pluviales. C'est aussi de créer des espaces chaleureux, fonctionnels et durables, de mobiliser et de développer le pouvoir d'agir des citoyens face au changement climatique et de consolider le capital social des communautés. La question importante à élucider ici, c'est pourquoi passer à l'action? Donc, pourquoi, d'une part, retirer les surfaces imperméables, mais d'une autre, pourquoi le faire à la main? Premièrement, l'urbanisation pratiquée depuis maintenant quelques décennies en Amérique du Nord a généré la minéralisation, c'est-à-dire l'asphaltage, ou on appelle aussi ça l'imperméabilisation des sols, comme les routes, les bâtiments, les grandes surfaces de stationnement, comme on peut voir à l'écran pour un centre commercial et ses espaces de stationnement tout autour complètement asphaltés. Donc, tout ça a engendré une multitude d'effets néfastes qui sont, au final, l'élément déclencheur du projet Sous les pavés. Brièvement, l'imperméabilisation des sols vient briser le cycle naturel de l'eau et contribue au ruissellement de la majorité de l'eau en milieu urbain. C'est une nouvelle eau qui se doit d'être gérée, puis qui avant se faisait intercepter par les surfaces végétalisées, à la fois par l'infiltration et l'évapotranspiration, comme on peut le voir à l'écran. L'effet éponge du sol, donc, est de beaucoup diminuer en milieu urbain. Puis, ce ruissellement-là crée énormément de pression sur les infrastructures publiques de gestion de l'eau parce que ça leur en fait plus à gérer. Puis, en plus, ça dirige tous les contaminants laissés sur l'asphalte vers les cours d'eau. Donc, sachant aussi que qu'entre 75 et 100% du territoire est imperméable en milieu urbain, puis que cette imperméabilisation est souvent gage d'inondation, puis de débordement des infrastructures et de pollution, il est d'autant plus nécessaire de passer à l'action pour lutter non seulement contre les inondations, mais contre tout un lot d'autres effets néfastes, comme le phénomène des îlots de chaleur urbains. L'imperméabilisation des sols vient effectivement donne aussi lieu à cette conséquence-là, au phénomène d'îlots de chaleur urbain et à ses conséquences sur la qualité de vie et des individus, et sur leur santé. Ça engendre également une perte de biodiversité, la perte d'espaces conviviaux et propice au déplacement actif. C'est aussi donc pour ces raisons-là qu'il est important de libérer le sol. Il est d'autant plus important d'agir quand on sait que les changements climatiques vont empirer certains de ces problèmes-là, comme les inondations et les périodes de chaleur extrême. L'augmentation des gaz à effet de serre, on l'entend là, entraîne beaucoup de perturbations climatiques qui s'accentuent d'année en année. Et selon Ouranos, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, d'ici 2050 à 2080, il y aura une augmentation généralisée des précipitations pour tout le Québec en hiver et au printemps. Une augmentation des précipitations estivales et automnales pour le nord et le centre de la province, des précipitations plus extrêmes en général, et du point de vue des périodes de chaleur extrême, elles devraient également augmenter en intensité et en nombre avec les changements climatiques. On peut s'attendre à ce qu'un été montréalais standard ait
de 30 à 40 jours des températures au-dessus de 30 degrés Celsius. Pour toutes ces raisons environnementales, sociales, sanitaires et économiques, il est effectivement important de réduire les surfaces asphaltées puis d'augmenter les surfaces végétalisées. Mais pourquoi le fait-on à la main maintenant? Ben, c'est en fait ce qui démarque le projet Sous les pavés, son côté participatif de dépavage à la main. Certaines étapes du processus, celles plus intellectuelles comme celles plus physiques, requièrent de la participation citoyenne et permettent justement de rejoindre tout type de citoyens, les plus vulnérables, ceux généralement moins représentés, comme ceux plus impliqués. Ces étapes-là rallient les citoyens, permettent la socialisation, provoquent des rencontres et finalement créent des liens. Il y a aussi le site en soi qui, une fois mis en place, devient un lieu où on peut jouer, socialiser, apprendre, relaxer, jardiner et une foule d'autres activités. Bref, de l'élaboration du site à son utilisation, le projet unit et crée un plus grand esprit de communauté. Puis c'est surtout ça, en fait, qui fait de ce projet-là un projet unique. Puis pour tous ces avantages sociaux, environnementaux, puis d'adaptation au changement climatique, il y a donc lieu de ramener la nature en ville. Puis c'est ici que nous verrons comment faire en survolant les différentes phases du processus d'urbanisme participatif. L'expérience du Centre d'écologie urbaine de Montréal et des 11 sites sous les pavés ont démontré l'importance de se doter d'un processus pour assurer l'efficacité et le succès d'un projet de dépavage qui est celui de, comme je le mentionnais, d'urbanisme participatif. Le processus se fait en 6 phases que vous voyez à l'écran. Elle permet de faire de Sous les pavés un projet réussi de démonstration, de promotion, d'éducation et d'engagement communautaire. Il est important de garder en tête que les étapes n'auront de portée que si on implique et on mobilise les citoyens puis les acteurs locaux. C'est probablement le plus important, ça, le fait d'engager les citoyens puis de les rassembler. De la phase de démarrage à l'inauguration, ce processus-là d'urbanisme participatif permet aux porteurs de projets d'avoir une vue d'ensemble de leur projet, puis de mieux savoir à quel moment planifier quelle activité, puis utiliser quel outil. Donc, tout commence par l'identification d'un site potentiel, site que vous pouvez chercher selon certains critères. Idéalement, le site doit pouvoir atteindre une superficie d'environ 150 mètres carrés d'asphalte à retirer. C'est une superficie qui est idéale pour une demi-journée de dépavage et de plantation pour environ une vingtaine de bénévoles, le nombre qu'on réussit normalement à aller chercher. C'est une surface aussi qui est parfaite pour respecter la capacité physique des bénévoles. On suggère aussi qu'il soit situé sur un espace public ou à vocation communautaire et soit très visible pour générer l'intérêt de la population et son utilisation, évidemment. On suggère également qu'il soit situé dans un secteur vulnérable aux impacts des changements climatiques, donc un site, par exemple, où s'accumule de grandes quantités d'eau dans certaines zones et où ça peut devenir problématique pour ses usagers. Mais quand on parle de secteur vulnérable, c'est aussi dans le sens où on veut en faire bénéficier une population vulnérable, peut-être aussi défavorisée dans le fond. Puis finalement, un site où l'entretien à long terme sera assuré par soit son propriétaire ou d'autres responsables. Ça peut être, par exemple, la cour d'une école, d'un CPE, le stationnement d'une église, d'un centre communautaire, d'un hôpital, bref, un endroit fréquenté ou s'il n'est pas actuellement, s'il était aménagé, aurait un fort potentiel de fréquentation et puis un endroit qui fait sens finalement pour la communauté. La raison pour laquelle on ne s'attaque pas aux routes, c'est qu'elles sont souvent trop épaisses, puis ce qui peut nécessiter des outils moins accessibles, puis complexifie le processus de dépavage à la main. Il est aussi important de savoir qu'on ne retire pas non plus le béton parce que c'est trop lourd, puis le processus de dépavage à la main serait aussi complexifié.
Bien évidemment, c'est dans cette phase-là qu'on planifiera une rencontre avec le propriétaire du site, qu'on l'informera sur l'importance de la gestion des eaux, de la gestion durable des eaux de pluie, puis et de l'adaptation au changement climatique, et qu'on établira précisément les responsabilités de chacun, qui assumera les coûts, puis bref, c'est ça, à déterminer les devoirs et les responsabilités et les coûts avant même de prendre une entente avec lui. Cette première phase implique donc l'organisme porteur du projet, évidemment, le propriétaire ou le locataire du site, et parfois des groupes de citoyens. Souvent, ce sont eux qui vont être les mieux placés pour identifier un site puisqu'ils habitent le territoire puis ils le connaissent mieux que les experts. Donc, ce sont des acteurs importants dans cette phase-là. Cette première phase-là ne requiert pas énormément de coûts, mais il est important de savoir que le temps alloué à cette phase de démarrage est souvent sous-estimé puis qu'il est essentiel d'en prévoir suffisamment. La deuxième étape, qui est de comprendre, c'est une étape qui existe pour analyser le site et comprendre les conditions spécifiques du site. Par exemple, on veut comprendre où va l'eau quand elle ruisselle lorsqu'il pleut. Comment se part le déneigement en hiver pour savoir où s'accumule la neige. On veut aussi obtenir des informations sur le pavé actuellement présent. Quel est le type de revêtement, son épaisseur, la quantité de gravier en dessous, etc. Bref, toutes des questions pour lesquelles il est important d'obtenir des réponses pour bien évaluer les besoins du site, et ce, avant de mobiliser les citoyens. Pour répondre à toutes ces questions, on peut se tourner évidemment vers le propriétaire du site, les usagers et ceux qui l'entretiennent. On peut aussi se tourner vers la municipalité pour faire les vérifications nécessaires pour un permis. Jusqu'ici, les sites sous les pavés n'ont pas nécessité de permis, mais de toute façon, là, même si vous en aviez besoin d'un, généralement, un permis pour ce genre de réalisation est gratuit. Donc, il n'y aurait aucun coût nécessairement qui serait relié à ça en théorie. Puis, en ce qui a trait à l'étude de sol, on peut s'en tenir à une analyse sommaire qui peut tourner autour de 150 $. Puis, ça peut arriver malheureusement qu'il y a de la contamination, donc sur certains sites qu'on cible. Donc, des frais reliés à la décontamination peuvent être nécessaires, frais qui peuvent tourner autour de 1000 $ et plus. Dans cette troisième étape, celle d'explorer, la phase d'exploration, on veut pouvoir identifier les possibilités d'aménagement du site. Donc, on cherche à savoir ce que les utilisateurs font dans l'espace, qu'est-ce qu'ils aimeraient pour cet espace une fois réaménagé, et quels sont les éléments appréciés et moins appréciés de l'espace actuellement. On peut poser ces questions-là dans un exercice de vision et de sensibilisation sous forme d'atelier ou de kiosques de consultation lors d'un événement public. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran ça a été un kiosque de consultation justement tenu dans une cour d'école lors du pique-nique de la rentrée scolaire. Donc, c'est un événement pendant lequel les parents et les élèves ont pu voter et partager leur avis sur les différentes options d'aménagement de la cour. Donc, on peut voir qu'il y a énormément de personnes qui ont voté, puis que ça a été assez lucratif comme kiosque de consultation. Par contre, il existe plein d'autres façons de solliciter l'avis des citoyens. Ça peut être du porte-à-porte, un panneau laissé à un endroit stratégique pour que les gens laissent leur avis sur leurs intentions pour le futur site. Donc, il en existe plusieurs. C'est vraiment libre à chacun. Les données recueillies pendant cette phase d'exploration et celles précédentes permettent de réaliser des plans préliminaires du site. Certains porteurs de projets peuvent décider de faire les plans eux-mêmes, alors que d'autres peuvent décider de faire affaire avec des professionnels en architecture de paysage qui, eux, comme vous pouvez le voir à l'écran là, sur l'image de gauche, sont en mesure d'étudier le site, d'utiliser ces conditions spécifiques comme l'achalandage, l'accumulation d'eau et l'ombrage, et de trouver les bons aménagements et de les mettre sous forme de plan, comme on peut voir à droite. Ils peuvent aussi vous aider à choisir les végétaux selon votre budget et vos besoins et selon ce que le site peut accueillir comme type d'espèce également.
Dans cette phase-ci, les principaux acteurs sont les usagers et les citoyens, de qui on aura besoin pour dégager des solutions pour le site, et les concepteurs de plans, là, peu importe qui ils sont. En termes de coûts, certains peuvent être engendrés par la location de la salle si elle vous est pas prêtée, puis si vous optez pour un atelier de vision. Les coûts peuvent aussi être réduits là, si vous optez pour des activités, comme je le mentionnais plus tôt, comme le porte-à-porte ou le panneau laissé dans un lieu public. Bien sûr, si vous faites appel à des professionnels pour la réalisation des plans, des coûts d'au moins 2500 $ devront être envisagés. Puis bien sûr, il faut prévoir un peu de soutien financier pour faire la promotion du projet auprès des citoyens et le matériel pendant l'activité, comme des collations ou autres. Après avoir trouvé des solutions pour améliorer le site dans les étapes précédentes, vient ensuite le moment de décider. Donc, cette quatrième phase permet de valider les solutions d'aménagement, et ce, selon le budget et les contraintes du site. C'est ici qu'on va tenir l'activité de validation auprès des citoyens et des usagers pour décider du meilleur plan selon les objectifs poursuivis depuis le début des consultations. C'est aussi ici qu'on va produire un plan d'entretien du site et qu'on va convenir de dates pour les activités de dépavage et de plantation qui se tiennent généralement au printemps ou à l'automne. Bon, pour éviter les périodes de grosse chaleur, puis aussi pour permettre de meilleures chances de survie aux végétaux. Les acteurs pour cette phase-là restent assez similaires que ceux de l'étape précédente, c'est-à-dire qu'on aura encore besoin des citoyens pour valider si les plans répondent bien à leurs besoins, puis à ceux du site finalement. On aura également besoin des concepteurs du plan pour élaborer la version finale et suivre le projet de près. Il n'y a pas vraiment de coûts supplémentaires alloués à cette phase, à part peut-être la location de nouveau d'une salle si elle ne vous est pas prêtée, puis le matériel nécessaire là, pour tenir cette deuxième rencontre. Je prends une gorgée et je vous reviens. Vient la cinquième étape. C'est probablement celle qu'on attend avec le plus d'impatience parce que c'est ici que tout se concrétise et que le fun commence. Le dépavage à la main et la plantation. L'expérience sur les pavés a démontré que ces deux activités-là, participatives, sont émotionnellement convaincantes pour sensibiliser les citoyens à l'action communautaire, mais aussi pour mobiliser les commanditaires, les médias et les décideurs, et aussi pour les inspirer à mettre en place des mesures similaires. C'est vraiment la phase qui permet à plusieurs membres de la communauté de s'investir, notamment ceux qui participent au projet, soit en temps, en argent, en dons ou en prêts. Donc, à ce propos-là, la communauté est une excellente ressource pour du soutien de toutes sortes pendant la phase, justement pendant les phases de dépavage et de plantation, que ce soit en promotion, en services de toutes sortes, en heures de bénévolat ou en matériel, comme des outils, que ce soit des brouettes, des pelles ou des conteneurs, de la terre, du compost, des végétaux. Des collations aussi, il y a plein de façons de réduire ses coûts, puis d'impliquer la communauté dans le projet. Et tout ça, ça peut être demandé auprès de partenaires potentiels comme la municipalité, les entreprises locales comme les quincailleries, les entrepreneurs aussi, les pépinières et les organismes communautaires en échange d'une belle visibilité. Sinon, en amont de la journée d'épavage avec les citoyens, ça prend vraiment une préparation optimale parce qu'il y a toute une partie faite par des machines avant que les citoyens prennent part à l'activité. Faut donc chercher un entrepreneur à qui on expliquera le concept sous les pavés et surtout la valeur ajoutée de le faire à la main parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'il fasse toute la job à la place des citoyens. Même si certains vont trouver ça complètement improductif, même, et pas nécessairement rentable pour vous de vous laisser faire ça à la main, alors que eux pourraient le faire rapidement avec leur machine. Donc, c'est là toute l'importance de leur expliquer la valeur ajoutée de le faire à la main parce que c'est ça, eux, ils vont avoir tendance à vouloir le faire pour vous parce que c'est rapide et qu'ils sont capables de le faire.
Mais c'est important qu'ils ne le fassent pas, puis qu'ils scient et concassent de l'asphalte uniquement. Donc, les les deux options, justement, entre le sciage et le concassage, les deux options sont bonnes. Les porteurs de projets ont trouvé des avantages à l'une ou l'autre des options. Donc, certains trouvaient que le sciage était plus propre, alors que d'autres trouvaient que le concassage se transportait mieux avec les mains. Donc, c'est libre à chacun. Les excavateurs, de leur côté, trouvent que c'est plus rapide de concasser. Donc, ils seront peut-être plus portés à vous proposer cette option-là, mais c'est vraiment libre à vous. Euh, on demande à ce que le sciage et le concassage ne se fassent pas trop à l'avance, maximum 1 à 2 jours, pour des mesures de sécurité, puis éviter que les usagers du site se blessent. Et il est important donc de sécuriser le site une fois le dépavage terminé. On doit, pour cette activité, s'équiper d'un conteneur pour se départir de l'asphalte, qui peut d'ailleurs être récupéré par certains fabricants d'asphalte comme Sintra. Sinon, sur le site du regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction du Québec, il y a moyen de trouver d'autres récupérateurs. Il est important aussi de rappeler les règles de sécurité en lançant, quand vous lancez les invitations aux bénévoles, en leur rappelant de porter des souliers fermés, par exemple, d'apporter des gants. Puis il peut même être utile, si vous êtes un organisme local, de vous procurer une assurance responsabilité civile pour éviter les mauvaises surprises. Et avant de planter les végétaux, on doit faire enlever la couche de gravier sous l'asphalte. Donc, étape à ne pas oublier. Et finalement, ben, s'assurer de sécuriser, encore une fois, le site jusqu'à la journée de plantation, idéalement qui se tiendra à 1 semaine d'intervalle. Donc, voici, disons, les faits saillants à ne pas oublier pendant une journée d'épavage. Après l'entrepreneur et les bénévoles, il peut être intéressant d'inviter les élus et les décideurs du coin et aussi un vidéaste et photographe pour documenter le dépavage. Donc, c'est une activité qui vaut la peine vraiment d'être partagée en vidéo et en photo via les réseaux sociaux. Par exemple, on peut partager, documenter ailleurs, mais c'est le genre d'activité qui fait vraiment des belles photos et de beaux vidéos comme vous avez pu voir dans les dernières minutes, puis que vous continuerez de voir dans les prochaines diapositives. C'est aussi le temps pendant le dépavage de faire de cette activité-là de quoi de festif en mettant de la musique et puis de l'animation. Puis faut quand même donner envie aux bénévoles de revenir pour la journée de plantation. Donc faites-en vraiment un événement festif. En termes de coûts, il faut prévoir au moins 5 000 $ pour le découpage et l'excavation, 500 $ pour la scie à béton si vous décidez de scier le béton, puis 500 à 1 000 $ pour un conteneur et 500 $ si vous faites affaire avec un vidéaste professionnel pour documenter l'événement. Pour ce qui est de la journée de plantation, elle nécessite aussi beaucoup de préparation avant l'arrivée des bénévoles. Il faut s'assurer de faire livrer la terre et les végétaux à temps la journée même. On doit calculer du temps pour placer la terre sur le site et pour disposer les végétaux en fonction du plan d'aménagement qui a été élaboré à l'étape précédente. Il faut aussi prévoir donner une petite formation aux bénévoles sur les rudiments de la plantation, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va savoir comment manipuler les plants, comment les enterrer. Donc, on veut s'assurer que nos plants restent en santé, puis puissent grandir et venir à maturité. Donc, on veut s'assurer de donner cette formation-là pour ça. Puis, on peut finalement profiter de cette journée-là où tout le monde est réuni pour inaugurer le site. Donc, étape qu'on verra là dans quelques instants, mais c'est une belle opportunité pour ça. En termes d'acteurs, ce sont les mêmes qu'à l'activité d'épavage, mais j'ajouterais ici que vous pouvez faire appel à des pépinières publiques, à votre municipalité, puis au gouvernement, bref, pour obtenir des subventions pour les végétaux ou tout simplement pour obtenir des dons en arbres, en plantes, en compost, etc. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers ce genre d'acteurs pour obtenir des végétaux. La 6e et dernière étape est celle de l'inauguration du site.
comme je le mentionnais là, plus tôt, elle peut très bien s'inscrire dans la journée de plantation alors que tout le monde est déjà réuni. C'est une belle façon, l'inauguration, de célébrer la mobilisation de plusieurs mois d'efforts. Puis c'est également une belle opportunité pour remercier les bénévoles et les commanditaires pour leur donner une visibilité et de le faire en invitant les médias et les élus du coin. Enfin, même si c'est difficile de déterminer combien coûte précisément un projet de dépavage participatif ou combien coûte le mètre carré quand on fait un projet dans sa totalité. En fait, d'une part parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent varier d'un projet à l'autre. Mais même si c'est difficile, on est capable de faire une approximation des coûts à partir justement des projets qui ont été déjà réalisés. Puis, on en vient à un... Ça peut jouer en fait entre 15 000 $ et 25 000 $. Évidemment, quand on parle de 25 000 $, c'est si aucun don ni commandite n'a été sollicité puis que tous les frais ont été assumés par le porteur de projet. Il est important de savoir que ces coûts-là, par contre, n'incluent pas les nombreuses heures de bénévolat réalisées, ni les honoraires d'accompagnement du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et finalement, ça n'inclut pas non plus de mobilier, comme une pergola, des bancs, des tables. Donc, ce sont d'autres coûts auxquels il faut aussi penser quand vient le temps de faire son budget. En termes de durée, ça peut dépendre du nombre de partenaires impliqués, de leur dynamisme, du financement et encore une fois, de plusieurs éléments, de la collaboration aussi entre les différents acteurs. Mais on dit qu'il faut calculer entre 6 et 18 mois pour réaliser là, au complet un site sous les pavés. Pour terminer, nous avons cru bon vous présenter quelques-uns des sites sous les pavés complétés dans la dernière année. Il y a d'abord la place Saint-Martin à Laval, un ensemble d'immeubles à loyer modique qui accueille plus de 350 familles. L'aménagement de ce site-là a été fait par et pour les résidents. Ça constitue donc pour eux aujourd'hui non seulement un bel espace pour relaxer, mais également un espace à prendre soin, où il est possible d'être en contact avec la nature. Donc, c'est un premier exemple. On a aussi le stationnement municipal du quartier Saint-Marc à Shawinigan, comme on a pu le voir dans la petite vidéo plus tôt dans le webinaire. Ce site-là aussi subit une belle transformation en 2019. C'est 100 mètres carrés d'asphalte qui ont été retirés, 5 arbres et arbustes et 152 plantes qui ont été plantées. Ce qui fait aujourd'hui de ce site un espace collectif, convivial, où les gens peuvent jardiner en plus d'améliorer la gestion des eaux de pluie dans le stationnement. Il y a aussi l'école primaire Martin Bélanger à Lachine qui a vu sa cour se rafraîchir dans la dernière année. En fait, en 2019. Les parents, les élèves et les voisins ont mis la main à la pâte et maintenant, tout le monde peut profiter d'un contact avec la biodiversité. Ça a été de belles occasions d'apprentissage et de sensibilisation aux îlots de chaleur aussi pour les enfants de faire ce site-là. Si vous êtes intéressé à voir d'autres sites inspirants signés sous les pavés, je vous invite à consulter le site internet souslespavés.ca où ils se retrouveront tous très bientôt. Ils sont pas, à l'heure actuelle, ils ne sont pas tous là, mais d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, vous pourrez voir tous les sites qui ont été faits dans les dernières 2 ans. Les retombées environnementales du projet sous les pavés sont effectivement bien tangibles, comme on peut voir à l'écran. Avec tous les sites réunis à ce jour, ce sont au total près de 2000 mètres carrés d'asphalte qui ont été retirés, plus de 3800 végétaux plantés et environ 5500 mètres cubes d'eau pluviale qui sont détournés des égouts par année. Puis, ces dernières données, celles sur les mètres cubes d'eau, c'est des données qui ont permis d'être quantifiées grâce aux indicateurs pluviométriques du CIREG. Et en termes de retombées sociales, les impacts sont pas non plus à sous-estimer. C'est 643 bénévoles qui ont été impliqués dans l'implantation des sites, puis ça a généré son lot d'impacts positifs pour de nombreux participants au projet,
que ce soit les porteurs, les bénévoles ou les acteurs témoins de près ou de loin. L'impact ayant été le plus marquant selon leur évaluation a été l'impact social. De manière plus concrète, certains ont observé beaucoup de coopération, de solidarité. On soulevait aussi le pouvoir d'agir. On faisait remarquer l'entraide, puis ben, également le bénévolat qui surprenait, puis qui était porteur d'espoir. Puis vraiment, là, tous ont été d'avis pour dire que les différentes activités, que ce soit le dépavage ou la plantation, ont été porteuses de cohésion sociale, puis qu'elles ont permis d'augmenter le capital social. Donc, les retombées sociales sont également bien tangibles. Comme complément d'information à ce présent webinaire, on vous invite à visiter notre site internet souslespavés.ca où se trouve notre boîte à outils et notre guide de l'asphalte vers un milieu de vie dans lequel il est possible de trouver une foule d'informations vraiment utiles comme les différentes phases du processus d'urbanisme participatif qu'on a vu plus tôt mais qu'on n'a pas eu nécessairement le temps d'approfondir. Donc, vous pourrez voir ces étapes-là plus approfondies. Il y a également des consignes de santé et de sécurité pour l'activité de dépavage. Vous avez des horaires détaillés, autant d'une journée de dépavage que de plantation. Bref, c'est un guide qui est vraiment complet. Et si vous êtes intéressé à le recevoir en version papier, vous y avez accès en ligne, mais si vous êtes intéressé à l'avoir en version papier, écrivez-nous à l'adresse souslespavés@écologieurbaine.net. Ça va nous faire plaisir de vous en envoyer un par la poste. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Je vais laisser Delphine, ma collègue, prendre la parole pour la période de questions. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu la chance de répondre dans les dernières minutes, je vous invite à les lancer dans le fil de discussion que vous avez. Puis, on tentera de répondre à l'oral au meilleur de nos connaissances. Puis, je pense qu'on aura le temps avec l'heure qu'il est de répondre à plusieurs questions, mais sachez que si ce n'est pas le cas, on pourra effectivement tout archiver par écrit. Donc, la période de questions sera mis à l'écrit sur la page d'inscription du webinaire. Puis, c'est ça, aussi l'enregistrement et la présentation visuelle seront archivés à la suite de la diffusion là, dans les prochains jours. Donc, je vous passe Delphine, puis allez-y avec vos questions. Alors, rebonjour à tous. Merci d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin et merci à Marie-Joëlle pour cette présentation qui, j'espère, a répondu à la majorité de vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les inscrire là dans l'espace de chat durant les 15-20 minutes qui nous restent. Je reprécise que le guide dont on a parlé et le présent webinaire, en fait, sont tirés de l'expérience des 12 démarches sous les pavés qui ont été menées à travers le Québec, autant dans les milieux denses comme Montréal que dans des milieux un peu plus ruraux. Ce sont des organisations locales sur lesquelles on s'est appuyé, qui connaissent mieux leur territoire, les besoins, les dynamiques et la manière de mobiliser, qui ont mené certaines activités et les projets. Donc, on n'a pas toujours le fin détail, admettons des discussions qu'ils ont eues avec les entrepreneurs, avec les architectes de paysage ou les municipalités, mais en tant qu'organisme qui a piloté le projet au niveau national, à accompagner ces organisations-là, on a quand même une très bonne idée de comment le faire. On en a aussi réalisé nous-mêmes à Montréal. Donc, on va pouvoir vous outiller au mieux. Et si on n'a pas les réponses aujourd'hui, on s'assurera de les avoir dans les prochains jours là pour pouvoir vous outiller comme il se doit pour passer à l'action. C'était l'objectif du webinaire aujourd'hui. Donc, j'avais noté quelques questions au cours de la présentation. Je pense avoir répondu à la question de Linda, à savoir si la présentation pouvait être envoyée par courriel. Vous l'avez compris, elle sera disponible plutôt sur le site web en ligne avec la partie questions. Donc, ce ne sera pas envoyé à chacun d'entre vous par courriel, mais vous pourrez avoir accès gratuitement. Donc,
au site web souslespavés.ca. La question d'Alexandre, enfin le commentaire plutôt, qui mentionnait que scier l'asphalte plutôt que le concasser pouvait présenter des avantages, pouvait être un peu plus propre et permettait peut-être de le faire un peu plus d'avance. Oui, effectivement, ça semble presque invisible d'avoir une surface sciée. Cela dit, on encourage quand même à sécuriser le site pour éviter que, je ne sais pas, des bénévoles motivés ou des gens mal intentionnés commencent le dépavage ou utilisent cet asphalte à mauvais escient. Donc, c'est quand même aussi à privilégier de sécuriser le site, mais effectivement, c'est peut-être un peu plus propre, on va dire, ou moins dangereux de l'avoir scié. Une autre question, oui, il faut quand même concasser ou scier l'asphalte lorsque l'épaisseur est assez mince. C'est vrai qu'avec des pieds de biche, ça peut s'enlever assez facilement. Cela dit, vous n'êtes pas certain que l'épaisseur est uniforme partout. Vous voulez vous assurer que les participants de toute capacité peuvent participer au projet. Donc non, c'est important quand même de prévoir à l'avance là des morceaux qui soient suffisamment petits pour être portés à 2 ou 3 personnes. Comme vous le voyez un petit peu à l'écran, là, il y en a de toute taille, mais c'est des morceaux que on peut facilement porter pour les participants. Voilà, de toute capacité physique, c'est important. Un petit détail aussi, quand on parle d'analyse de sol, que ce soit des études environnementales de sol, des analyses sommaires, c'est bien le sol sous l'asphalte, donc le substrat qui en est dessous, et c'est par donc une analyse sommaire consiste à faire en fait des recherches dans des bases de données sur l'historique de contamination possible dans un certain périmètre. Ça ne garantit pas l'absence absolue de contaminants. Si le propriétaire ou vous-même voulez vous assurer hors de tout doute des contaminants, à ce moment-là, ben, c'est des études environnementales de type phase 1 et ensuite ça peut aller jusqu'à des forages là pour pouvoir analyser le substrat et voir le type de contaminants, de métaux qui peuvent s'y retrouver. Si c'est le cas, en fait, c'est bien souvent que le sol dessous, là, le substrat, va être retiré dans une plus grande profondeur et être remplacé par du terreau ou un substrat de qualité. Donc, ce n'est pas à faire soi-même. Évidemment, le sol contaminé doit être traité et réparti d'une manière réglementaire par des entreprises spécialisées. Mais c'est un peu, en gros, là, c'est ça en quoi ça consiste. Effectivement, il y a une question de Carole Anne, à savoir si c'est l'entrepreneur qui est venu faire le concassage qui enlève la couche de gravier. Oui, en général, ça fait partie du même contrat. Bon, il y a toutes sortes de scénarios possibles, évidemment, mais généralement, il vient donc scier proprement l'espace, découper ou concasser selon l'entente conclue. Il prête un conteneur sur place et il revient ensuite donc récupérer le conteneur et ben, il vient excaver en fait la partie de gravier qui se retrouve dessous. Souvent, ça a été comme ça que ça s'est passé. Pour les projets de ruelles vertes, évidemment, c'est une approche intéressante de faire des dépavages à la main. Les ruelles vertes, on est plus sur voilà, sur un type de ruelle où l'épaisseur est incertaine. Donc, il y a déjà eu des excavations qui ont été faites dans les ruelles à Montréal notamment, là, dans différents arrondissements. C'est quelque chose qui peut se faire, mais nous, on l'a pas expérimenté là dans aucun des 12 démarches qu'on a menées. C'est à voir avec votre arrondissement. Il y a des restrictions justement en termes de risque de contamination. Il faut leur montrer justement que c'est possible de respecter les règles. Donc souvent ça va se faire par des machines des machines municipales là, pour pouvoir faire ça correctement et ne prendre aucun risque citoyen. Ça reste du domaine
public. C'est pour ça des fois là que ça peut être plus compliqué, un peu plus complexe. Selon nous, c'est pas impossible. Donc, je vous invite quand même à entamer des démarches auprès d'une municipalité pour le voir, en étant conscient, voilà, que pour une ruelle, l'épaisseur de l'asphalte peut être un peu plus épaisse au moment du dépavage. Une autre question plus technique sur le concassage. Oui, il se fait au marteau-piqueur. C'est pour ça que les entrepreneurs aiment ça. En 15 minutes, avec un marteau-piqueur, un site de 150 mètres carrés, c'est fait. Alors que pour scier, c'est avec une scie à béton. Puis il faut être bien équipé. On a vu un entrepreneur qui a passé 5 lames de scie à béton pour les sites, fait qu'il n'était pas très content, mais ça ça fait partie du contrat. Puis bon, voilà, d'avoir un équipement bien spécialisé comme il faut. Évidemment, les carrés qu'on va faire, c'est en tout cas quelque chose qui n'est pas trop petit pour l'entrepreneur et pas trop gros, qui peut être porté par les participants. On parlait à la fin là des coûts approximatifs totaux, donc c'est une question de Carole Anne. Voilà, on parle entre 15 000 à 25 000. Évidemment, ça peut monter plus dépendamment du type d'aménagement. Et ça, c'est pour des surfaces d'environ 150 mètres carrés. Je dirais que le coût marginal ne change pas beaucoup, en fait, entre 150 mètres carrés puis 250 mètres carrés. Ce qui va être demandant, c'est de faire venir votre entrepreneur et de le faire comme c'est demandé, mais qui découpe 150 ou 250 mètres carrés, ça change pas grand-chose. Donc, c'est à peu près voilà les surfaces dont on mentionnait tout à l'heure. Et oui, évidemment, vous pouvez, on vous invite d'ailleurs à parler du projet auprès de vos partenaires, auprès des décideurs locaux, des municipalités. Donc, le webinaire sera disponible, comme on le mentionnait, vous pouvez le partager. Si vous avez besoin d'un guide papier, on peut vous en envoyer un par la poste que vous pouvez ensuite présenter. On a des fiches en ligne aussi qu'on a appelées fiches argumentaires ou fiches synthèse là, qui représentent, qui réunit aussi des éléments clés, des éléments d'impact, de retombées que vous pouvez utiliser à titre d'argumentation là pour convaincre des partenaires. Gwendoline nous demande quel est le devenir de l'asphalte retiré et des graviers excavés. J'ai pas toujours la réponse. Je sais simplement que c'est des entreprises spécialisées qui sont venues ramasser ces débris de construction-là. Donc, il y a évidemment, oui, des circuits de recyclage et de traitement qui sont appropriés. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec des entreprises spécialisées dans le domaine. Dépendamment où vous vous trouvez, ça se peut que Monsieur Jean ait une pépine en arrière de chez lui qui soit prêt à venir faire le sciage et le concassage. Ça, il peut faire, mais effectivement, il faut ensuite s'assurer de le faire correctement. Voilà. Donc, on me demande aussi une question davantage sur l'aspect sécurité. Évidemment, c'est un aspect très important. C'est assez inédit de faire du dépavage, dépendamment du public avec lequel vous allez travailler. Si on parle d'une école, il y a des mesures supplémentaires à prendre en compte. Vous, votre rôle en tant que porteur de projet, que vous soyez une organisation, un groupe citoyen ou autre, c'est de s'assurer de mettre toutes les bases pour que ça se passe bien. Donc, comme Marie-Joëlle le mentionnait, d'avoir une couverture de responsabilité civile suffisante pour les bénévoles qui participent au projet, de faire un plan de santé-sécurité qui permet d'anticiper les risques et les solutions, de donner les consignes de sécurité à vos participants, la tenue sécuritaire, ne pas lever de morceaux d'asphalte au-dessus de la tête, de ne pas utiliser des outils non sécuritaires comme des pics ou des masses. En armement, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est à vous de nommer ces consignes-là.
après, comme tout événement, il peut y avoir malheureusement des gens qui en font un peu à leur tête. Ça reste des adultes aussi qui ont leur propre responsabilité. Donc, c'est à vous de le faire au mieux. Évidemment, vous pouvez aussi nommer un bénévole gardien de la sécurité là qui va être plus en charge de la supervision, puis de rappeler les consignes. C'est évidemment des choses qu'on encourage à faire. Mais après, c'est aussi les aléas des activités citoyennes. Une question de Maude. Bottes à cap d'acier, casquette et gants peut-être. Oui, nous, dans le cadre des projets qu'on a menés ou supervisés, on prêtait des gants et on a une boîte d'embout, embout protecteur de cap d'acier, donc qui peut être ajouté sur des souliers fermés. On en avait de différentes tailles là pour que les participants puissent les chausser en arrivant sans avoir forcément leur bottes de cap d'acier. C'est encouragé, évidemment. C'est des coûts à prévoir si vous souhaitez le faire bien comme il faut. Nous, on en a maintenant qui ne nous sert pas au quotidien, vous vous en doutez. Donc, c'est aussi peut-être un soutien que le Centre d'écologie urbaine peut fournir en termes d'accompagnement. On a déjà les gants, les pieds de biche, puis les embouts. Donc, le casque est pas forcément nécessaire dans la mesure où vous avez dit à vos participants qu'il n'y avait pas d'objets ou d'outils à utiliser au-dessus de la tête. Donc, après, allez-y, voilà, selon les participants avec lesquels vous travaillez, puis les responsabilités là que vous vous engagez à prendre. Une question à savoir si une municipalité peut initier ce genre de projet. Bien sûr, la municipalité est encouragée en fait à toujours participer à ce genre de projet-là, à collaborer d'une manière ou d'une autre. Les projets sous les pavés peuvent faire l'objet d'un programme municipal qui invite la communauté à se mobiliser autour d'un projet. Vous l'avez compris, Sous les pavés, c'est un projet citoyen. Ce n'est pas un projet traditionnel d'aménagement. Le résultat final en termes environnementaux est peut-être le même, mais toute la démarche participative d'engagement des citoyens a une très grande valeur ajoutée et c'est là que vient se caractériser le projet. Donc, si la municipalité a les ressources, l'expertise, la capacité de mener les démarches comme on les a proposées, des exercices de vision, de sensibilisation, de validation des plans, etc. Évidemment, elle peut le mener. En général, elle fait souvent affaire à une organisation locale de proximité que les citoyens connaissent, en qui ils ont confiance, qui vont pouvoir les accompagner dans le projet. Une autre question à savoir si le centre fait des projets clés en main pour accompagner les arrondissements. C'est quelque chose évidemment qu'on peut regarder. Au Centre d'écologie urbaine, on a beaucoup de projets où on accompagne des municipalités soit à créer des programmes, des démarches de consultation ou d'activités citoyennes. Donc oui, tout accompagnement peut être personnalisé selon vos besoins. On peut aller à travailler ensemble sur vos besoins, votre vision pour ce type de projet-là, et jusqu'à mener aussi nous-mêmes des projets sous les pavés s'il le faut. Donc, je vous invite pour ça à nous recontacter à l'adresse sous les pavés à commercialécologieurbaine.net. Ça nous fera plaisir là d'aller un petit peu plus loin sur l'accompagnement. Est-ce qu'il est envisageable de faire un nouveau stationnement plus vert sans asphalte, nous demande Isabelle. Oui, c'est sûr que tout dépend de la superficie. Ce qui va souvent freiner, ça va être le coût de réalisation et le coût d'entretien. Lorsqu'il y a usage d'automobile qu'on veut maintenir et un poids surtout, ça va. Ce qu'on voit dans les stationnements beaucoup, c'est le pavé alvéolé, donc l'asphalte qui est remplacé par une surface perméable, mais qui permet quand même d'être solide et de ne pas s'enfoncer en période hivernale ou de pluie si c'était simplement du gazon. Donc, il y a de plus en plus d'aménagements pour
aller vers des stationnements dits éco-responsables. Il y a des certifications, il y a des accompagnements, il y a des idées d'aménagement que je vous invite à aller regarder si vous souhaitez le faire pour une arrière de ruelle ou autre. Ça peut être plus envisageable à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en prendrait peut-être encore une ou deux afin de respecter un petit peu notre horaire. Donc, une dernière question. Est-ce qu'on a déjà réalisé des travaux de décompactage des sols avant de déposer la couche de terreau? Non, pas en tant que telle. La couche de terreau qui a été ajoutée est d'environ 15 à 20 cm. Donc, ce qui est assez suffisant pour planter en tout cas des vivaces ou des arbustes sans avoir besoin d'aller décompacter en dessous. Après, évidemment, ça dépend du type de sol et la nature du sol que vous avez et du type de végétaux que vous avez plantés. Donc, non, je n'ai pas de détails à ce niveau-là. Non, on n'a pas expérimenté les pavés alvéolés dans le cadre de nos projets jusqu'à présent. En général, il n'y a pas vraiment de plantation. Il va y avoir du trèfle ou des végétaux de surface qui vont se planter dans les pavés alvéolés. Mais étant donné que le projet sous les pavés se veut aussi des aménagements en termes de gestion durable des eaux de pluie, on a privilégié des aménagements avec des arbres feuillus, des arbustes et des vivaces qui vont avoir une plus grande rétention d'eau. Donc, on ne s'est pas tourné vers le pavé alvéolé qui présente évidemment des avantages par rapport aux surfaces imperméables, mais qui ne cadraient moins avec nos objectifs du projet. Le projet sous les pavés actuel était sous un financement du Fonds vert et de la Banque TD qui se termine. Avant que ça se termine, on a voulu donc partager nos bons coups, nos apprentissages pour vous permettre de passer à l'action. Maintenant, pour la suite, ça sera plus en rôle de consultant que le Centre d'écologie urbaine pourra vous accompagner et répondre à vos questions, vous aider à continuer à passer à l'action ou à répondre à des questions plus techniques. Évidemment, on va pouvoir là, encore quelques minutes, recueillir les questions qu'on répondra ensuite par écrit et qu'on laissera donc disponible sur le webinaire. Donc, j'espère que tout ça a été utile, inspirant et que vous sentez plus outillé et prêt pour maintenant passer à l'action, déminéraliser les villes et ramener la nature dans vos milieux. Merci beaucoup et à bientôt.